Il était une fois, au bord d'une rivière sauvage, une petite orpheline nommée Clémentine Shaw. Elle n'avait que 8 ans, et pourtant son monde s'était déjà effondré. Sa grand-mère, la seule famille qui lui restait, avait quitté ce monde 3 mois plus tôt, laissant derrière elle une cabane solitaire et une enfant condamnée à survivre dans l'isolement. Les nuits étaient longues, glacées par le vent qui sifflait à travers les planches usées, et les jours semblaient interminables dans ce coin perdu où personne ne viendrait la secourir. Mais ce que Clémentine ignorait, c'est qu'un simple geste de compassion, un acte de bravoure né de la solitude, allait bouleverser 2 destins et rapprocher 2 mondes que tout séparait. C'était au crépuscule, alors qu'elle ramassait du bois mort au bord de l'eau, qu'un cri brisa le silence. Un cri d'enfant, étouffé par le grondement de la rivière. Clémentine lâcha son fagot de branches et courut, le cœur battant, vers le bruit. Dans la brume violette du soir, elle distingua une silhouette, une fillette, à peu près de son âge, qui luttait contre le courant. Ses cheveux noirs plaqués contre son visage, ses bras griffés par les rochers, et surtout cette jambe tordue, incapable de la porter. Chaque tentative de se redresser la faisait replonger dans les flots glacés. Les yeux de la jeune blessée, emplis de peur et de douleur, se fixèrent sur Clémentine, comme une supplique muette entre 2 rives. La petite Blanche savait ce que racontaient les colons, des histoires de raids nocturnes, de disparitions d'enfants, de villages brûlés. Mais ce soir-là, elle ne vit pas une ennemie, seulement une enfant en train de se noyer. Et sans réfléchir davantage, elle s'avança dans l'eau glaciale. Le courant l'agrippa aussitôt, tirant sur sa robe usée, menaçant de l'emporter. Ses pieds glissèrent sur les pierres moussues, son corps trembla de froid, mais elle persista. Elle tomba 2 fois, se releva 2 fois, et atteignit enfin l'autre rive. La fille blessée suffoquait, incapable de tenir debout. Clémentine, frêle et petite, la hissa tant bien que mal, l'entraîna vers l'eau peu profonde, puis la soutint pour grimper le talus boueux qui menait à sa cabane. Dans un souffle, l'étrangère murmura son nom, Ayana. Et quand Clémentine répondit le sien, un lien invisible naquit entre elles. Ce n'était plus une étrangère. C'était une sœur de fortune. La nuit enveloppa la cabane. Clémentine alluma le feu, fouilla dans les maigres affaires que sa grand-mère avait laissées, et improvisa des bandages avec du tissu arraché à sa propre robe. La jambe d'Ayana était brisée, le moindre contact lui arrachait une grimace, mais elle supportait la douleur avec une force incroyable. Autour des flammes vacillantes, elles partagèrent le peu de nourriture qu'il restait, du pain de maïs rassis et des baies sauvages. 2 enfants venus de mondes opposés, mais réunis par le langage universel de la survie et de la bonté. Ce que Clémentine ignorait, c'est qu'Ayana n'était pas une simple enfant perdue. Elle était la fille du chef le plus redouté de la région, et déjà 30 de ses guerriers fouillaient la forêt, prêts à tout pour la retrouver. L'aube arriva, et avec elle, le grondement sourd de dizaines de sabots. Clémentine s'éveilla en sursaut. À travers les fissures des murs de bois, elle aperçut des ombres imposantes. Des silhouettes sur des chevaux, des visages peints, des plumes qui dansaient dans le vent du matin. La cabane était encerclée. 30 guerriers, silencieux et menaçants. Ayana, encore faible, se redressa sur son lit de fortune et lança un appel joyeux dans sa langue, mais les hommes dehors ne répondirent pas avec la même douceur. Les ordres claquaient, les armes se levaient, et Clémentine sentit son cœur se glacer. Tout ce qu'elle avait entendu sur les guerriers ressurgit, les maisons incendiées, les familles disparues. Elle avait sauvé une vie, mais peut-être venait-elle de condamner la sienne. Un coup résonna contre la porte. Pas une frappe violente, mais 3 coups nets, presque solennels. Tremblante, Clémentine souleva le loquet. La lumière du jour fut éclipsée par une silhouette gigantesque. Le chef Running Bear, large comme un chêne, le visage peint de lignes sacrées, se tenait devant elle. Ses yeux sombres, durs comme la pierre, s'adoucirent aussitôt lorsqu'ils rencontrèrent ceux de sa fille. Ayana parla vite, désignant sa jambe bandée, la table encombrée de linge taché de sang, la petite fille qu'il avait soignée. Les guerriers restés derrière observaient, impassibles, mais à mesure qu'Ayana décrivait ce qui s'était passé, la tension se dissipait peu à peu. Et lorsque, malgré la douleur, elle rejoint la scène du fleuve, mimant la noyade et le sauvetage, des larmes brillèrent dans ses yeux. Le chef écoutait, grave, silencieux. Puis, dans un geste impensable, il plia le genou devant Clémentine. « Youssef Mayat » dit-il d'une voix grave, posant la main sur sa poitrine avant de désigner Ayana. « Ma fille. Mon cœur. Tu l'as sauvée. » Un murmure d'étonnement parcourut les guerriers.
Jamais leur chef ne s'était incliné devant un colon, encore moins une enfant. Mais ce n'était que le début. De son sac, Running Bear sortit un médaillon de pierre sacrée, transmis de génération en génération. Un objet que nul ne donnait hors du sang. Et il l'accrocha autour du cou de Clémentine. « Pas de famille, dit-il lentement en anglais hésitant. Maintenant, fille de Running Bear. Sœur Diana. » Les guerriers changèrent d'attitude. Dans leur regard, la méfiance fit place au respect. Mais le chef avait encore plus à dire. L'hiver approchait, les soldats patrouillaient, et rester dans cette cabane isolée signifiait la mort. « Viens avec nous, proposa-t-il. Apprends nos chemins. 2 filles, 2 mondes, mais un seul foyer. » Le dilemme déchira le cœur de Clémentine. Quitter la cabane où chaque planche lui rappelait sa grand-mère, ou partir avec un peuple qu'elle ne connaissait pas, au risque de n'être jamais acceptée. Mais Ayana lui prit la main et murmura en anglais hésitant, comme « Sisté. Family. Saf. » Le mot famille résonna comme une promesse qu'elle n'avait plus entendue depuis trop longtemps. Et lorsque les sabots des soldats résonnèrent au loin, s'approchant à grande vitesse, Clémentine comprit qu'elle n'avait plus le choix. Elle serra le médaillon contre sa poitrine et dit d'une voix ferme « Je suis prête. » Ce fut ainsi que la petite orpheline monta à cheval aux côtés d'Ayana et suivit les guerriers vers une vallée cachée. Là, entre les tipis, les rivières claires et les champs du soir, elle découvrit un monde que les colons ignoraient. Certains l'accueillirent avec curiosité, d'autres avec méfiance. Mais lorsque les anciens entendirent son histoire, et que la voix d'un enfant déclara qu'elle avait les mêmes yeux tristes que lui, les débats cessèrent. Une vieille femme posa la main sur son médaillon et prononça les mots qui scellèrent son destin. Les esprits l'ont envoyée pour sauver Ayana, parce qu'elle avait aussi besoin d'être sauvée. Ce soir-là, au coin d'un feu chaleureux, Clémentine comprit que son geste de bonté avait fait bien plus que sauver une vie. Il avait ouvert une porte entre 2 mondes ennemis, il avait transformé la peur en espoir. Dans les étoiles, elle crut voir le sourire de sa grand-mère. Et dans la voix d'Ayana qui chuchotait « Sœur », elle trouva enfin ce qu'elle croyait perdu à jamais, une famille. Alors que la nuit tombait sur la vallée, le feu crépitait et les chants s'élevaient comme une promesse. Pourtant, ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était à peine son 2e souffle. Car la paix qui accueillit Clémentine au premier soir n'effaçait ni la peur des soldats, ni les doutes de ceux qui se demandaient si une enfant venue d'ailleurs pouvait devenir leur sœur. Et ce qui se joua les jours suivants allait prouver que le courage ne s'arrête pas au seuil d'une cabane, ni au bord d'une rivière. Dès l'aube, Running Bear vint la trouver près du ruisseau, là où Ayana, malgré sa douleur, trempait des bandes de toile dans l'eau fraîche pour calmer sa jambe. Le chef parla peu, mais ses mots pesaient lourd. Il lui montra la courbe des collines, le fil des sentiers, les endroits où l'on cache les feux pour que la fumée se confonde avec le ciel. Il désigna sa poitrine, puis le médaillon sur la sienne, et dit seulement « La route est plus sûre quand le cœur connaît son chemin », Clémentine acquiesça sans parler. Elle comprenait qu'on lui disait en substance « Apprendre et vivre, c'est protéger ». Le second jour, grand-mère oiseau chantant l'invita sous l'ombre d'un grand pin. Elle lui prit les mains, retourna ses paumes, observa les lignes fines et l'empreinte des échardes, puis sourit. Avec une patience infinie, elle lui enseigna les gestes simples qui sauvent une journée et parfois une vie, comment reconnaître une plante qui apaise, comment torsader des fibres en corde, comment poser, sans blesser la terre, un piège qui nourrit sans humilier. Clémentine répétait, maladroite d'abord, attentive ensuite, et chaque réussite allumait une petite flamme dans ses yeux. À la tombée du jour, ce fut à son tour de donner quelque chose, elle prit un bâton et traça dans la poussière des lettres anglaises, prononçant lentement chaque son. Les enfants s'approchèrent, curieux, Ayana la première, et répétèrent, Hilar, la danse des voyelles. Oiseau chantant chantonna alors un air ancien, comme pour sceller l'échange, ce que l'on partage n'appauvrit personne, cela multiplie. Mais la confiance grandit rarement sans épreuve. Un guerrier aux plumes sombres, que l'on nommait Corbeau Froid, n'aimait pas l'idée que le médaillon d'un père puisse franchir le cercle du sang. Il ne parlait pas devant le chef, mais son regard dur suivait chaque pas de l'enfant. Un soir, alors que le ciel se pixisait d'étoiles, il s'approcha du feu où Clémentine et Ayana brisaient du pain de maïs. Sa voix était tranchante, les soldats arrivent quand les portes s'ouvrent sans prudence. Personne ne répondit. Corbeau Froid ajouta seulement, à mi-voix, la gentillesse est un pont. Les ponts laissent passer les amis, et parfois l'ennemi. Puis il s'éloigna, comme un ombre qui recule. Clémentine sentit une pointe de froid lui traverser la poitrine. Elle serra le médaillon.
Ayana serra sa main. Et le feu reprit son crépitement, têtu comme le cœur. Au matin suivant, un éclaireur revint au galop, souffle court, poussière au flanc du cheval. Des traces, dit-il, des fers de l'Est. Il posa au sol une boucle de fer brillante, arrachée à un sentier, c'était une ferrure fraîche, trop fraîche pour être celle d'un trappeur isolé. Running Bear ne leva pas la voix, il dispersa simplement quelques signes. Les tentes se repliaient en silence, les feux étaient étouffés sous la terre, les enfants disparaissaient comme de l'eau dans du sable. Le village n'était pas fait pour se battre, il était fait pour vivre. Et vivre, parfois, signifie se dérober au regard de ceux qui ne savent pas regarder. Pourtant, fuir n'était pas la seule réponse. Oiseau chantant proposa autre chose, envoyer un message vers le bourg, un message qui ne ressemble pas à une supplique, mais à une vérité. Clémentine baissa les yeux vers ses lettres tracées la veille. Elle se sentait utile d'une façon étrange et neuve, la langue qu'il avait isolée pouvait maintenant servir de passerelle. On lui tendit une peau lissée, un charbon de pain. Elle écrivit, lentement, le cœur battant, la fillette que vous croyez perdue a trouvé refuge et soin. Elle vit. N'envoyez pas la peur, envoyez la patience. Les chemins reviennent toujours à la rivière. Oiseau chantant ajouta un motif, signe de paix plus ancien que les colons, puis confia le message à un trappeur ami, un homme des marches qui parlait aux deux rives. Si quelqu'un peut porter un mot sans le tordre, c'est lui, dit-elle. Mais Clémentine savait qu'un mot, pour survivre, doit trouver une oreille prête à l'entendre. Et cette oreille, dans la poussière des bottes et l'éclat des éperons, se fait rare. Le jour du départ, le vent avait changé. Il venait du nord, et avec lui une odeur de neige, fine comme un pressentiment. La procession s'étira en fil souple entre les pins, 2 éclaireurs devant, 2 derrière. Running Bear, sans cesser de surveiller, chevauchait près des filles. Ayana, tenace malgré la douleur, ne se plaignait pas. Chaque pas semblait lui rappeler la rivière, non pas comme un lieu de peur, mais comme un baptême, elle connaissait maintenant le prix d'être portée, et le poids de porteur. Clémentine, elle, regardait tout. Les ombres changeantes, les traces effacées, la façon dont les chevaux posaient les sabots là où l'herbe se redresse vite. Elle apprenait à disparaître dans un paysage, chose impossible dans sa cabane, où la solitude faisait bruit. Et tandis qu'elle apprenait, une certitude s'élevait en elle, la force peut être silencieuse. La première escale eut lieu dans une clairière bordée de bouleaux, où une source perçait la terre en œil limpide. Les guerriers posèrent un cercle d'attention plus qu'un cercle de défense. Oiseau chantant examina la jambe d'Ayana, resserra les liens du bois et, d'un regard, invita Clémentine à venir plus près. « Ce que tu as fait cette nuit-là, dit-elle, ce n'était pas seulement sauver. C'était choisir. » Les mots résonnèrent longtemps après qu'elle eut fini de parler. Choisir d'aider, choisir de rester, choisir de partir, la liberté n'était pas un vent capricieux, mais une porte qu'on pousse, même en tremblant. C'est alors que la forêt, qui murmurait jusque-là, se tut. Un silence bataillant, où l'on entendait presque les arbres se faire discrets. Du flanc et monta un tintement d'acier, maigre d'abord, puis plus net, comme si la lumière faisait soudain sonner les armes. Corbeau froid leva la main. Les chevaux se figèrent. Running Bear échangea un regard avec l'éclaireur de tête. Personne ne cria. La peur, ici, ne s'habille pas de bruit. Elle s'habille de gestes. On dévia, lentement, vers un lit de rivière asséchée, couloir de pierre blanche que seules les vipères fréquentent au cœur de l'été. Là-bas, souffla Clémentine, il y a un vieux pont de roulier. Abîmé, mais assez solide pour une fille indienne. Elle connaissait l'endroit où sa grand-mère y cueillait des bailles quand la saison le permettait. Running Bear hocha la tête. Parfois, la mémoire des uns est l'abri des autres. Le pont apparut au détour d'un rideau de saule, une planche tordue par le temps, un madrier fendu comme un vieux sourire. Il n'inspirait pas confiance, mais la rive opposée offrait un fouillis d'osier où une troupe pouvait se dissoudre. Corbeau froid s'engagea le premier, le regard dur, les mains légères. Un cheval rétif pesa un peu trop, la planche gémit, mais tint. Ayana suivit, soutenue par 2 femmes, et Clémentine vint après elle, le souffle court, la main crispée sur le cuir. De l'autre côté, l'ombre redevint complice. Et lorsque les premiers casques étincelèrent au loin, il ne resta du passage qu'une brindille brisée, un clou brillant dans l'herbe rien qu'un œil pressé puisse lire. Mais la poursuite ne s'éteint pas parce que l'on a pris un tournant. Elle s'épuise, ou bien elle apprend. À la halte suivante,
Running Bear vint s'asseoir près de Clémentine et lui parla non pas comme à une enfant, mais comme à quelqu'un qui avait choisi. « Les hommes qui viennent, dit-il, ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas ma fille. Ils ne connaissent que leurs histoires sur nous. Parfois, pour qu'une histoire change, il faut un visage, une voix. » Ses yeux se posèrent sur elle avec une gravité douce. « Ta langue est un pont. Tu peux y marcher. » Clémentine eut mal au ventre rien qu'à y penser. Aller vers des soldats, parler, tandis qu'Ayana, blessée, se cachait dans les fougères. Mais le courage ne ressemble pas toujours à un cri. Parfois, c'est juste un pas qu'on fait quand on veut reculer. Le lendemain, l'occasion vint d'elle-même. Dans un repli de colline, la troupe tomba sur une vieille roulotte renversée, souvenir d'un colporteur qui n'avait pas su lire le ciel. Sous les cieux rompus dormait une caisse intacte, pleine de rubans, de craies et de petits miroirs cerclés d'étain. Des traces fraîches laissaient penser que des hommes en bleu avaient fouillé le coin, sans tout voir. Running Bear décida d'y laisser ce qu'oiseau chantant appelait un « signe qui parle », un fil de ruban blanc accroché à une branche au bord du chemin, qui voulait dire « Nous ne cherchons pas la guerre, nous cherchons la voie ». Clémentine, elle, posa un mot simple en anglais, glissé sous une pierre plate, l'enfant vive. Elle s'appelle Ayana. Elle a une sœur maintenant. Nous passons pour guérir, pas pour blesser. Les guerriers regardaient ce papier comme on regarde un talisman. Corbeau froid n'approuva ni ne s'opposa. Il avait l'air d'un homme qui s'apprête à être surpris et qui n'aime pas ça. La surprise, pourtant, ne vint pas des soldats. Elle vint d'une voix d'enfant, la même qui, au village, avait parlé des « yeux tristes ». Le petit surgit des herbes avec un lapin entre les mains. Il avait suivi la colonne en jouant à tracer ses pas dans d'autres pas. Avant que Corbeau froid ne gronde, il posa le lapin au pied de Clémentine, « pour ta sœur ». Rien qu'un geste, mais qui brisa quelque chose de dur dans l'air. Les guerriers sourirent en coin. Ayana rit de bon cœur, et, l'espace d'une seconde, l'inquiétude fit demi-tour. Mais à la crête suivante, elle revint au triple galop. Des silhouettes bleues découpèrent l'horizon. Pas une armée, non une patrouille, une dizaine d'hommes, poussière au manteau, regard aux aguets. Le lieutenant qui menait portait la jeunesse comme une armure trop neuve, on devinait qu'il cherchait encore la voix qui donnerait du poids à ses ordres. Running Bear fit signe. On s'éloigna en éventail, sans panique, chacun prenant une courbe différente du terrain. Clémentine sentit sa gorge se nouer. « Ta langue est un pont », avait dit le chef. Elle inspira, ferma une seconde les yeux, puis se détacha de l'ombre des osiers. Elle avança, seule, les mains levées jusqu'à la hauteur des épaules, paumes ouvertes. À 3 longueurs de cheval, elle s'arrêta. « Monsieur, dit-elle, la voix claire malgré le tremblement, je m'appelle Clémentine Shaw. » Le nom, en anglais, claqua dans l'air comme une clé dans une serrure. Les soldats s'échangèrent un regard. L'un d'eux murmura, « La petite de la rivière ?» Le lieutenant avança d'un pas, intrigué. Clémentine ne parla pas d'emblée d'Ayana. Elle parla de la rivière, de la nuit, du hasard qui devient choix. Elle parla de la jambe brisée, de la fièvre apaisée, de la nourriture partagée. Elle ne demanda rien. Elle offrit un récit. À la fin, elle montra le médaillon. « Je n'ai plus de famille, dit-elle, et maintenant j'en ai une. Si vous cherchez une ennemie, je ne peux pas vous l'indiquer. Si vous cherchez une enfant, elle est saine, et elle guérit. » Le lieutenant ne répondit pas tout de suite. Sa main serrait la lanière de sa jumelle. Il avait appris que le monde se divise en colonnes, on venait de lui montrer un pont. Un vieux sergent, à sa droite, cracha dans la poussière et regarda le ciel. « Lieutenant, dit-il, s'ils avaient voulu la guerre, on ne serait pas là à parler. » Ces mots ne sonnaient ni comme une absolution, ni comme une capitulation, juste comme le constat d'un homme qui a vu assez de saisons pour préférer rentrer vivant. Le lieutenant abaissa la main. « Nous avons reçu un message, dit-il, porté par un trappeur. Je voulais vérifier s'il n'était pas arrangé. » Il cherchait le mot, Clémentine lui offrit, dénaturé. Il inclina la tête, presque souriant. « Voilà. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était tendu, comme une corde prête à devenir musique ou piège. Le lieutenant finit par dire, « Nous allons rebrousser chemin. » Vous ? Il hésita, regarda le médaillon. « Vous prendrez soin d'elle. » Ce n'était pas une permission. Ce n'était pas non plus une menace. C'était un pari. La patrouille se retira,
non sans jeter un dernier regard sur les arbres, des regards qui disaient « Nous reviendrons si le bruit devient autre chose que des feuilles ». Mais pour ce jour-là, la forêt respira. Quand Clémentine revint vers les osiers, elle marcha sur des jambes molles. Running Bear l'attendait, impassible. Il ne la félicita pas. Il posa sa grande main sur sa tête, très brièvement, puis la retira. Oiseau chantant sourit comme on sourit à une graine qui a trouvé le courage de percer la terre. Corbeau froid, lui, ne dit rien. Il avait le visage fermé des hommes qui découvrent que la prudence n'a pas toujours raison contre la bonté et que, parfois, la bonté est la forme la plus rusée du courage. Les jours qui suivirent furent pleins de gestes utiles. On dressa un camp dans un cirque de roches où le vent tourne au lieu d'emporter, on cousit une tente basse pour qu'Ayana puisse reposer sa jambe sans souffrir du froid, on apprit à Clémentine l'art de lire les nuages, un savoir plus sûr que la rumeur des villes. À la lisière du soir, la petite reprenait son « école » de poussière, traçant pour les enfants des mots nouveaux, rivet, cisté, home. Un matin, Ayana, qui observait en silence, compléta sous le bâton de Clémentine, cœur. Les deux filles se regardèrent et éclatèrent de rire. On dit que les langues sont des murs, elles avaient trouvé une fenêtre. Puis vint l'annonce qui changea l'allure du temps. L'éclaireur du sud rapporta qu'un hiver précoce descendait, escorté de vents rudes. Les réserves seraient justes si la neige fermait l'école trop tôt. Running Bear convoqua un cercle. Chacun proposa, compta, estima. On décida de revenir, une nuit seulement, près de la rivière d'autrefois, là où la cabane survivait encore dans le pli de la berge, afin de récupérer ce qui pourrait nourrir un hiver, outils, couvertures, livres dont on fait des feuillants quand on a toute autre chose pour lire. Clémentine sentit une pointe dans la poitrine, ce lieu n'était pas seulement du bois et de la pierre. C'était une part d'elle. Ayana posa sa main sur la sienne. « Nous irons ensemble, dit-elle. » Ce mot, « ensemble », avait pris racine. La nuit choisie fut noire comme un encrier. Les chevaux avançaient sans bruit, les sabots bandés de chiffon. La cabane apparut, plus petite qu'en souvenir, plus fragile, mais debout, comme quelqu'un qui attend. À la lumière d'une lanterne couverte, on rassembla ce qui comptait. Oiseau chantant souleva un livre à la reliure élimée et le tendit à Clémentine. « Pour apprendre quand la neige mange le son, dit-elle. » La petite trouva, dans une boîte de fer, l'anneau terni de sa grand-mère. Elle l'enfila au médaillon, comme on lit deux histoires pour qu'elles ne se perdent pas. Et lorsque tout fut prêt, elle fit un dernier tour dans la pièce, posa sa paume sur la table, sur le lit, sur le chambranle de la porte, un adieu de peau et de bois. Elle ferma derrière elle sans bruit. Le fleuve, en contrebas, roulait ses syllabes éternelles. Sur le chemin du retour, la forêt offrit une dernière inquiétude et une première réponse. Une branche craqua pas celle des leurs. Les silhouettes bleues se massèrent un instant entre les troncs. Le même lieutenant leva la main, puis la laissa retomber. Dans le halo mince de la lune, il vit la petite au médaillon, l'enfant blessé à ses côtés, le cercle protecteur autour. Il salua de la tête, une fois, comme on salue un passage de relais, et recula. La troupe poursuivit sa route sans hâter ni perdre son pas. Ce soir-là, la frontière n'était pas un trait. C'était un accord tacite, fragile, précieux, un souffle mieux partagé. Quand la neige vint, elle fut d'abord légère, ensuite obstinée. Les tentes se firent plus épaisses, les feux plus sages. Clémentine apprit l'art des hivers, garder le sel au sec, faire chanter les bouillies pour tromper le froid, écouter les histoires des anciens comme on boit une soupe. Ayana, la jambe mieux consolidée, marchait de nouveau, lente mais droite. Les rires revinrent avec le givre, et les jours, bien que courts, prenaient la forme d'une chose pleine. Parfois, Clémentine sortait seule, jusqu'au replat d'où l'on voyait la vallée comme une paume ouverte. Elle pensait alors à la première nuit, aux cris sur la rivière, au poids d'un choix qu'elle n'avait pas pesé et qui, pourtant, l'avait tenue en vie. Elle se souvenait des mots du chef, la route est plus sûre quand le cœur connaît son chemin, elle le croyait maintenant. Le cœur n'était plus une boussole qui tourne folle. Il avait trouvé le nord. Et pourtant, l'histoire n'avait pas offert sa dernière étincelle. Un matin où l'air sonnait comme du verre, Oiseau chantant confia à Clémentine un paquet de peaux et lui dit « Tu vas écrire. Pas une lettre de peur, une lettre de pont. Tu diras au tien que la rivière a deux rives, et qu'on boit la même eau. Tu diras que la petite qui fut seule ne l'est plus. » Clémentine s'assit, le souffle court, et traça ces mots qui ne demandaient pas d'autorisation, mais proposaient un avenir. Nous gardons les enfants comme on garde le feu, pour la nuit de tous.
Venez non pas pour prendre, mais pour parler. Vous nous trouverez à la lisière des bouleaux, là où la neige écoute. Elle releva la tête. Ayana lui souriait, Running Bear gardait son silence de montagne, Corbeau froid, de loin, semblait moins tranchant. Et l'on aurait dit que la forêt, de complices, devenait témoin. Car ce que la rivière avait commencé, l'hiver le continuerait, faire de deux solitudes une maison. Et si les soldats, au dégel, reparaissaient, ils trouveraient autre chose qu'une peur à frapper, ils trouveraient une histoire qui s'était, patiemment, réécrite. Une histoire où une enfant a plongé dans l'eau froide et en est ressorti avec une sœur, un père, un peuple et un pont que même les bottes ne savent pas casser. Mais ce n'était pas tout, car au premier dégel, un choix plus vaste encore se profilerait à l'horizon, un choix qui demanderait non plus de sauver une vie, mais d'enseigner à des vies à se reconnaître. Et ce que Clémentine dirait ce jour-là, au milieu du cercle, surprendrait jusqu'aux esprits eux-mêmes.